Merci beaucoup à tous les organisateurs et organisatrices du colloque pour leur invitation et je présente mes excuses à tous les communicants que je ne vais pas pouvoir écouter parce que le programme s'annonce passionnant. Donc moi je vais vous parler effectivement de la question des relations en fait entre plateformes spécifiquement de SVOD, de vidéo à la demande sur abonnement, et leur rapport avec le modèle traditionnel de la salle. Alors depuis les années 2000, avec la démocratisation d'Internet, 2010, qui ont vu se développer ce nouveau marché de la vidéo à la demande, se multiplient les discours alarmistes sur l'avenir du cinéma à l'ère de ce que d'aucuns et d'aucunes nomment le numérique. C'est pourtant nuancé par nombre d'analystes. Cette rhétorique de la fin du cinéma, voire de sa mort, connaît en fait un regain de popularité au début des années 2020, tandis que les plateformes de vidéo à la demande connaissent un certain développement, un accroissement de leur part de marché, notamment en raison et pendant la pandémie de Covid-19. Des mesures sanitaires conséquentes dans la plupart des pays permettent l'accroissement des parts de marché de ces plateformes et finalement précipitent une transition en cours dans les usages des publics. En général, les relations entre les acteurs socio-économiques du cinéma traditionnel, c'est-à-dire exploités en salle, et ceux de la vidéo à la demande sont décrits et sont le plus souvent analysés à travers la notion de concurrence, construisant ce faisant un antagonisme médiatique, que contredisent d'ailleurs pourtant les enquêtes sociologiques sur les pratiques des spectateurs et des spectatrices et des téléspectateurs et des téléspectatrices. Moi, je vais essayer ici, un petit peu à rebours, d'envisager plutôt les similitudes et les points de convergence entre cinéma et plateforme en me concentrant sur les stratégies d'imitation qui sont déployées par les acteurs respectifs de ces deux marchés et industries. Alors en fait, ce mimétisme intermédiatique est relativement unilatéral. Force est de constater que les plateformes de vidéo à la demande, généralistes en particulier, adoptent des stratégies qui font, et ont fait, les beaux jours et la fortune des acteurs traditionnels de l'industrie cinématographique, notamment les plus dominants d'entre eux. Netflix a d'ailleurs un bon indicateur qui fait que Netflix est rejoint en 2019 la puissante MPA, la Motion Picture Association, qui est un peu le lobby des grands studios hollywoodiens. Alors, la politique de production des plateformes comme Netflix tend d'ailleurs de plus en plus vers une économie du tentpole movie, où la production est blockbusterisée autour de quelques contenus phares, au budget très élevé et qui sont abondamment promus. Alors, je ne vais pas tellement m'intéresser au versant, je ne vais pas du tout m'intéresser au versant production aujourd'hui pour me concentrer sur le versant diffusion. Dans un premier temps, autour des stratégies qui sont mises en œuvre par les opérateurs des plateformes pour épouser les usages traditionnels des publics du cinéma et de l'audiovisuel, puis, dans un deuxième temps, aux stratégies déployées pour capitaliser en termes symboliques à l'aune du prestige cinématographique. Alors, premièrement, épouser les usages traditionnels des publics du cinéma et de l'audiovisuel. Lorsque les plateformes de SVOD sont arrivées sur le marché de la consommation des films et séries, elles se distinguaient des autres offres, comme la salle de cinéma ou la télévision de flux, grâce à un accès dit à la demande, à un catalogue de contenus, ce qui les rapprochait plus sur le plan des usages de la télévision à péage ou des supports physiques, DVD, Blu-ray. Pourtant, les opérateurs des plateformes ont très vite cherché à reproduire la temporalité d'une sortie en salle avec des entrées au catalogue qui sont promues comme des sorties en salle. On va annoncer la date, on va marketer cette date et cette arrivée au catalogue, on va événementialiser les entrées au catalogue. La plateforme française Outbuster, qui n'est peut-être pas très connue au Québec, mais même en France, c'est une plateforme de niche, par exemple, va jusqu'à n'opérer des entrées au catalogue que le mercredi pour vraiment épouser ce calendrier de sortie en reprenant vraiment la date du mercredi qui est en France l'habitude de sortie des films en salle. Les entrées au catalogue des plateformes généralistes, je vais beaucoup parler de Netflix aujourd'hui, sont listées, elles font l'objet d'une communication spécifique qui est souvent mensuelle et qui va reproduire le contexte de publication, à la fois des guides de programmes et des programmes des salles de cinéma, mais aussi des guides de programmes télévisuels. Alors, je vous ai mis là sur le diaporama une infographie, comme on dit Netflix sur ses réseaux sociaux, là je vous ai pris l'infographie d'octobre. On retrouve notamment, je ne sais pas si vous voyez en bas, une catégorisation générique très traditionnelle avec un code couleur, des petites pastilles qui permettent de savoir un petit peu
contenu est associé. On a aussi la dynamique, la dimension actualité. Là, c'était Halloween, donc vous avez des petits emojis citrouilles qui viennent marquer les programmes qui s'inscrivent dans ce calendrier de sortie en particulier. Alors, certaines sorties s'appellent en fait entrée au catalogue, qui ont l'objet d'une avant-première physique en salle de cinéma. C'est le cas pour des contenus très porteurs. Là, je vous donne l'exemple de One Piece, qui a fait l'objet d'une tournée mondiale d'avant-première au Grand Rex à Paris pour la France, qui a été abondamment promu sur les réseaux sociaux par Netflix. Mais c'est aussi le cas pour des films beaucoup moins porteurs, pour des films beaucoup plus confidentiels. On peut prendre l'exemple de Au plus profond, qui avait fait l'objet d'un documentaire relativement confidentiel qui était sorti en France et qui a fait l'objet d'une avant-première en salle, une salle qui s'appelle L'Arc-de-Quin, qui appartient au réseau du Lac Cinéma, qui s'est faite en partenariat avec Netflix. Alors ici, le but de l'opération, c'est certainement pas de générer des recettes, parce que le but de Netflix n'est pas de générer des recettes considérables avec l'avant-première, mais de familiariser le public des salles de cinéma et en particulier les salles art et essai avec la plateforme dans une forme de branding cinéphile. Je vais revenir bien sûr sur cette idée de branding cinéphile. En 2020, la consommation de télévision tend à décroître un petit peu auprès des publics adolescents et jeunes adultes. C'est à nuancer aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont montré que ce n'était pas le cas dans tous les milieux. Je renvoie notamment à une enquête de Chantal Baron et Christine Détresse qui montre que la télévision se maintient dans les milieux plus populaires. Mais la plateforme Netflix va annoncer à ce moment-là, réfléchir à la réintroduction d'une offre de flux sur le modèle de la télévision traditionnelle. La fonctionnalité, qui s'appelle alors Direct, est testée exclusivement en France à partir de novembre 2020 et elle s'inscrit dans une série d'innovations de la plateforme, comme le mode Shuffle, qui permet depuis août 2020 de se voir directement proposer un contenu en fonction de ses habitudes de visionnage. Alors, ce qui peut apparaître comme un retour à une offre linéarisée de contenu n'a pas tellement fonctionné auprès du public français qui a un peu boudé cette innovation et ce dispositif, mais Netflix n'a pas abandonné pour autant. La stratégie a un peu évolué. L'idée aujourd'hui n'est pas de revenir à un flux vraiment télévisuel, mais de retrouver la dimension événementielle de la sortie, et événementielle, c'est-à-dire aussi collective de la consommation télévisuelle, en proposant la diffusion en direct de contenus ciblés, notamment du spectacle vivant et du stand-up. En mars 2023, Netflix annonce ainsi sur ses réseaux la première diffusion en direct de sa plateforme avec le spectacle de l'humoriste états-unien Chris Rock, en direct et donc du coup dans différents territoires, ce qui donnait aussi des horaires de visionnage un petit peu exotiques, on va dire, pour le public français. Alors c'est une stratégie qui est un peu originale pour une plateforme, mais qui n'est absolument pas du point de vue des opérateurs de la diffusion traditionnelle. C'est la stratégie qui est par exemple adoptée par le groupe Pathé Gaumont, qui est plutôt marqué premiumisation de l'expérience spectateur-spectatrice. Pathé Live, par exemple, propose des services de diffusion de spectacles en salle. Un des derniers exemples, ça a été très marketé en plus, la diffusion du dernier concert de Taylor Swift, le 13 octobre, dans les salles Pathé, qui a reçu d'ailleurs un assez grand... ça a été très plébiscité par les publics français. Je voulais vérifier avant, mais j'ai pas eu le temps, le nombre d'entrées qui ont été générées, mais ça a été un effet assez massif. Donc la temporalité, c'est pas le seul terrain sur lequel viennent jouer finalement les opérateurs de plateforme, qui viennent imiter les acteurs traditionnels du marché du film. La manière dont les plateformes vont segmenter l'offre par niche, dont elles vont indexer les contenus, grâce à la catégorisation générique notamment, dont elles les recommandent en termes algorithmiques, finalement ça n'a rien à envier aux acteurs traditionnels du e-commerce et de la vente de biens culturels matériels comme feu, les cassettes VHS, aujourd'hui les DVD et les Blu-ray. J'en arrive à la deuxième partie sur cette idée de capitalisation symbolique à l'aune du prestige cinématographique, parce que finalement les usages s'insèrent aussi dans une espèce, je l'ai un peu introduit plus tôt, de branding cinéphile, c'est-à-dire de capitalisation symbolique, de captation en fait du prestige cinématographique. La première manœuvre des opérateurs des plateformes a consisté à capter le talent de la filière cinématographique, c'est-à-dire à confier quand les plateformes ont commencé à se lancer dans la production de contenus originaux, elles ont cherché à les confier à des réalisateurs et réalisatrices reconnus. Et ensuite, elles ont cherché à
de Bong Joon-ho et The Neighborhood Stories de Noah Baumbach. Et le lever de bouclier d'une partie des professionnels du cinéma français, notamment des professionnels du secteur de l'exploitation, donc des salles, qui ont réussi à faire un petit peu pression sur le conseil d'administration du Festival de Cannes, qui a lui-même un petit peu rétro-pédalé. J'ai mis une illustration que je trouve assez emblématique de la position cannoise. Thierry Frémaux a finalement fait volte-face l'année d'après, modifiant le règlement intérieur du Festival de Cannes pour interdire la participation en compétition uniquement, des films dits de plateforme. Alors il y a eu, je ne passe pas trop de temps là-dessus, mais il y a eu un petit peu le même débat plus récemment aux Oscars, aux Academy Awards, avec une tribune de Spielberg disant que c'était la mort du cinéma, si les films de plateforme pouvaient concourir aux Oscars. C'est monté un petit peu jusqu'à ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la FTC, la Federal Trade Commission, qui avait dû intervenir en rappelant à Spielberg que c'était pas possible en fait d'interdire la compétition des films de plateforme puisque ça brisait la concurrence et c'était une distorsion de concurrence que donc non, il n'était pas possible d'interdire la participation des films de plateforme aux Oscars. Alors, ne pouvant faire concourir du coup ses propres contenus en compétition, les plateformes comme Netflix et comme Amazon ont trouvé une espèce de moyen de contournement, à savoir l'acquisition de contenus privés. Si on ne peut pas faire gagner ses propres contenus, comment est-ce qu'on essaie de pénétrer cette économie récompensatoire en achetant finalement les films qui ont reçu des grands prix. Je vous donne l'exemple en 2019 de deux films qui ont été acquis par Netflix, pas pour tous les territoires mais pour une grande partie. Les droits d'Atlantique de Matty Diop, qui était grand prix du jury, et dont j'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, qui avait eu le grand prix Nespresso à la semaine de la critique. Alors, cette stratégie de captation du prestige cinématographique, elle passe aussi par l'acquisition, non pas de films primés, mais directement de salles de cinéma, ce qui permet notamment la sortie en avant-première des productions originales, ce qui permet aussi de contourner du coup l'interdiction des films de plateforme, puisque dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation en salle, ça permet de les faire concourir dans un certain nombre de compétitions. En 2019, Netflix rachète le Paris Theatre, qui permet notamment, je vous ai mis là en termes de Kenny, la sortie en avant-première de Marriage Story, qui était le nouveau film de Noah Baumbach à l'époque. Fin 2020, Netflix acquiert l'Egyptian Theatre en partenariat avec l'American Cinematheque. La France, qui à l'échelle internationale occupe une position symbolique un petit peu privilégiée en termes de cinéphilie, qui représente, on va dire, quelque chose, va devenir un territoire privilégié de cette stratégie de marque, de cette stratégie de branding cinéphile de la part de Netflix. En témoigne par exemple l'acquisition en avril 2020 pour un an uniquement avec un contrat de cession de droit qui ne durait qu'un an de 50 films du catalogue MK2. MK2 représentant dans la filière française un petit peu la cinéphilie de la cinéphilie. En tout cas, Martin Kermis a travaillé pendant longtemps à travailler cette image de marque cinéphile au sein de la filière. Donc ça permet à Netflix d'acquérir des films très très marqués cinéphiles, marqués très auteur, assez pointus, etc. En 2021, un cap est clairement franchi quand Netflix devient grand mécène de la Cinémathèque française, ce qui n'est pas rien pour les cinéphiles français, et ce qui va se traduire notamment par la participation de Netflix à la restauration du Napoléon d'Abel-Gance, donc chef-d'œuvre, monument du cinéma. Donc là, on est vraiment dans un parachèvement de ce branding cinéphile. À l'automne 2021, Netflix va envisager l'organisation d'un festival. Le festival étant en soi une forme particulière, puisque étant associé à ce qu'on appelle en économie du cinéma la diffusion non commerciale, donc qui se place un petit peu en marge des circuits traditionnels de cette industrialisation de la culture. Donc festival qui s'appelle le Netflix Film Club, avec la projection en salle d'un certain nombre de ses productions originales, mais pas que. Levé de bouclier, pas de tout le monde d'ailleurs, donc je reviens là-dessus si ça vous intéresse, mais une grande partie des professionnels français montent au créneau, dit que c'est vraiment un scandale, il y a un appel au boycott de la part des exploitants, ça m'ennuie très bien, je tiens le temps. Monter au créneau d'un certain nombre d'exploitants, pas de buzz dirait-on aujourd'hui. Donc le festival est annulé, il y a quand même des événements et des projections qui ont lieu dans deux lieux emblématiques, la Cinémathèque française dont Netflix est grand mécène, mais aussi l'Institut Lumière. Alors ça fait
sont des films au cinéma, plutôt prévus pour une exploitation en salle. Quand on regarde le positionnement des plateformes et la tolérance en fait des acteurs traditionnels ou des grandes institutions à l'égard des productions des plateformes, bah, ça pose absolument pas de problème du côté des séries. Hein. Les plateformes n'ont aucune difficulté à faire concourir leur contenu en compétition, notamment au Emmy Awards, où elles reçoivent généralement un grand nombre de statuettes. Donc, il y a quand même une vraie différence de traitement entre les films et les séries, que les plateformes aient plus de difficultés à pénétrer l'économie récompensateur cinématographique que télévisuelle, bah, est à lire en homologie avec l'échelle de légitimité sociale qui instaure les films en objets plus nobles que les séries. À la hiérarchie construite des objets répond ainsi une hiérarchie construite des médias. Alors, j'arrive du coup à ma conclusion. Alors, les stratégies mimétiques qui sont adoptées par les plateformes en conformation au modèle cinématographique sont loin d'être uniquement symboliques. Ils ne s'adressent pas tant d'ailleurs au grand public qu'aux professionnels des filières et aux puissances publiques en quête de régulation. L'objectif du gain de prestige espéré par les plateformes vise à les faire apparaître tels des acteurs légitimes des filières cinématographiques et audiovisuelles pour que les professionnels des filières collaborent avec elles, bien sûr, mais aussi et surtout pour que les États les reconnaissent comme de grands agriculteurs et non des ennemis. L'enjeu est de taille. Le travail réputationnel cinéphile de Netflix, qui s'est accompagné d'annonces médiatiques, notamment avec des engagements, des promesses d'investissement dans la production française, bah, ça a valu à Netflix, par exemple, d'être considéré comme une plateforme dite vertueuse. Ce sont les mots utilisés par l'État français à travers la voie de l'ARCOM. Et cette position de plateforme vertueuse lui a permis, par exemple, en 2022, au moment de la négociation d'une nouvelle chronologie des médias, de lui faire gagner 2 mois sur ses concurrentes et sur Amazon Prime et Disney+, pour ne pas le nommer. En 2023, un nouvel accord qui a été signé avec les organisations professionnelles, accord dans lequel on voit que la puissance publique reconnaît à Netflix un rôle de premier plan, ce qui n'est pas rien, et on voit bien que c'est finalement ici que se situe un enjeu actuel des plateformes, c'est-à-dire cette question du conventionnement. Je crois que vous avez vu aussi un extrait de la convention et du conventionnement ARCOM actuel en France. L'objectif de cette captation et de ce mimétisme intermédiatique est finalement de peser sur les négociations avec les puissances publiques pour orienter les politiques culturelles, fiscales et juridiques qui régulent ou pas le marché mondialisé du film. En conclusion, et je m'arrêterai là, il apparaît ainsi que si les opérateurs des plateformes tendent à reproduire des usages cinématographiques et à vouloir être jugés à l'aune de critères cinéphiliques, ça relève surtout d'une volonté lobbyiste de protéger ses intérêts vis-à-vis de l'action publique. Je vous remercie. Je vais en avant. Oui. Merci beaucoup, Chloé. On ouvre rapidement la période de questions. Je ne sais pas si... Ah, oui. Pardon. Donc, on ouvre la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou en ligne qui auraient des questions pour Chloé? Ah, on a une question dans la salle avec le micro, j'imagine? Oui. Ce ne sera pas très long. Merci beaucoup, Chloé, pour cette présentation. C'est Laurence Levonneur. Merci pour cette présentation limpide et très stimulante, je trouve. Je me demandais, j'ai 2 questions. Est-ce qu'on arrive à, même si on a encore un peu c'est pas suffisamment de recul, est-ce qu'on arrive à dater un petit peu les moments... Ah, tu n'entends pas? Oh. Je suis désolée, j'entends pas. Débranche-le, il va te mettre dans ton micro. Ici? Oui, là où il a marché. J'arrive pas en fait. Un peu. Où est-ce que c'est là? Il n'y y a rien de branché. Ah. J'entends très bien quand c'est la source sonore qui est, je pense, à côté de l'ordinateur, mais je pense que Donc là, oui. Donc, c'est correct. On va demander à... Oui. C'est très gentil, merci. Voilà, bonjour Chloé. Merci pour cette présentation et je me demandais si on arrivait en fait, même si on n'a pas trop de recul, et c'est difficile de travailler sur des objets qui sont en mouvement constant, mais est-ce qu'on arrive à dater un petit peu ces moments où Netflix rentre dans ces stratégies justement
de logique de récompense cinématographique. Et concernant la fonctionnalité du direct, hein, qui est reprise aussi sur Disney+, par exemple, avec la possibilité de regarder collectivement et en direct des contenus, est-ce qu'elle s'est accompagnée pour Netflix ou Disney+, de moyens aussi de partager sur des réseaux sociaux numériques, par exemple, aussi ce visionnage collectif? Merci pour cette question. Alors sur la question de la datation, de la stratégie, pour moi c'est vraiment 2017. En tout cas, il y a vraiment un phénomène d'accélération à partir de 2017. Voilà, l'acquisition de salles, la pénétration de l'économie récompensatoire, ce qui est en fait assez concomitant avec le moment où il y a un engagement fort dans la production originale de contenu. Il y a quand même une corrélation entre les deux. Il faudrait aller un petit peu plus dans le détail sur certains territoires parce que ça va être établi différemment selon les territoires, mais je dirais vraiment 2017. Et sur la question du direct, eh bien non, et je pense que c'est ça qui fait que ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on voit que finalement ce qui est apprécié sur le plan des usages, mais j'ai l'impression à avoir lu le programme qu'un certain nombre de communicantes vont aborder ces questions-là, que ce qui intéresse les usagers et usagères, c'est la collectivisation de la consommation et donc le partage autour de ça. Et on voit que finalement c'est intéressant quand il y a des outils qui vont être déployés pour permettre le partage, le commentaire, le partage le partage d'avis, la discussion autour des programmes. Et comme Netflix n'a pas vraiment développé d'outils, comme il y a par exemple sur Iki, sur la plateforme chinoise, qui est un peu l'équivalent, voilà, qu'on décrit souvent comme le Netflix chinois, Iki, ce qui marche très bien avec cette fonctionnalité qui n'est pas exactement la même, c'est qu'il y a tout un volet et tout un versant réseaux sociaux. Et qui permet du coup de nourrir la consommation, de discuter. Et c'est ça qui permet aussi à la plateforme de bien fonctionner. Netflix n'a pas, à ma connaissance, développé ce type d'outils et je pense que c'est un facteur explicatif du peu de succès que ça a eu, en tout cas en France. Merci beaucoup. Oui, on va prendre la question en ligne. Désolée, ce ne sera pas très long. Oui, de la main levée de M. Martin Bonnard. Vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Et merci beaucoup pour cette très belle présentation. Malheureusement, je suis un peu triste de ne pas pouvoir être à Montréal à vous, mais je pose quand même ma question sur à propos de Netflix en fait a mis beaucoup d'argent dans ce qu'on peut appeler une distribution de ces produits, enfin de ces films, distribution au sens très large, c'est-à-dire, comme vous l'avez bien montré, la construction des audiences, ça va au-delà d'une simple mise en marché. Mais ici, en tout cas au Québec, je dirais dans la dernière année, on a vraiment assisté à un recentrement des investissements de Netflix. Parce qu'il y a eu des problèmes de réduction des abonnés et donc ils ont perdu l'argent sur les marchés, etc. Et pour toutes sortes de raisons internes, mais en tout cas, on a vraiment assisté à un recentrement sur des produits beaucoup plus, on peut dire, mainstream, sur des produits qui sont plutôt de type, sur des productions de type états-unienne, en gros, qui vont être après diffusées dans le reste du monde. Et je me demandais si c'était le cas aussi en France, en fait, si en France on avait aussi, donc avoir un peu une perspective comparative, si le fait que cette valeur symbolique qui est accordée à la cinéphilie à la française, si on veut, a un peu protégé des investissements du côté français, ou si on assiste aussi à ce même type de ressenti. Oui, j'ai pas fait du tout le travail sur les stratégies sur les territoires hors France vraiment. Je pense que ça dépend en fait si on regarde, je pense qu'il faut vraiment faire la différenciation et en même temps ne pas la faire entre engagement en production originale et acquisition de contenu. Parce que la question du recentrement, du ciblage, etc., on a tendance beaucoup, quand on travaille sur les plateformes, à ne prendre que ce qui est produit par ces plateformes. Or, je crois qu'il y a une politique d'acquisition qui est au moins aussi importante. Et on voit qu'il y a une politique d'acquisition quand même qui va beaucoup concerner les contenus est-asiatiques en particulier, avec des cadramas qui sont très très abondants sur les plateformes qui suivent vraiment les politiques d'usage, que Netflix n'engage pas tellement en production,
Alors, il y a de l'engagement en production, mais Corée du Sud, pas tellement à ma connaissance, ça va plus se faire à la limite en Israël, pour le coup, avec des engagements en production de séries israéliennes, mais finalement, il y a quand même un ciblage qui est fait via l'acquisition de contenu. Donc je pense qu'il faudrait tenir un petit peu compte des deux pour vraiment faire une analyse un peu plus fine et permettre en fait l'analyse comparative de la stratégie et du positionnement actuel. Donc ça, c'est une réponse qui contourne un peu la question, mais je me suis fait plusieurs fois la réflexion qu'on passait certainement à côté d'un certain nombre de choses en ne se focalisant que sur la production et pas sur les stratégies d'acquisition. Merci beaucoup. Malheureusement, Monsieur Mercier, on est un peu en retard, donc on va devoir passer à votre présentation. Mais on veut remercier encore une fois Chloé Delaporte pour sa présentation. Merci beaucoup.